Alors, venons-en à présent à la question des sources internationales des droits de l'homme. La protection strictement nationale, c'est-à-dire limitée aux territoires et aux autorités des États des droits fondamentaux, n'a pas empêché des dérives majeures et des violations massives de ces droits durant l'histoire. La Seconde Guerre mondiale a en quelque sorte marqué un point d'orgue dans cette tragédie et illustré ce phénomène de façon abominable et tragique, avec des persécutions infligées, planifiées systématiquement à l'égard de millions d'individus. À l'issue du second conflit mondial, le constat de ces persécutions a généré au fond deux idées toutes simples. La première, c'est l'idée de limiter la souveraineté et les pouvoirs des États à travers la reconnaissance à l'échelon supra-étatique, c'est-à-dire à l'échelon international, de certains droits parmi les plus élémentaires. La seconde idée, eh bien, c'est corrélativement de doter cette consécration de procédures visant à assurer un contrôle international quant au respect des droits ainsi consacrés à l'échelon supra-étatique. C'est ainsi que les droits de l'homme, dans leur version contemporaine, sont nés. On peut observer ainsi que leur consécration, leur conception et leur mise en œuvre sont indissociables du droit international. C'est donc dans le droit international que les droits de l'homme trouvent leur source et leurs garanties, à la différence des droits fondamentaux dont nous avons vu, c'était le rappel de tout à l'heure, qu'ils sont limités aux confins, au territoire des États. La reconnaissance des droits de l'homme sur la scène internationale a suivi une trajectoire au fond assez proche de celle qui a caractérisé la genèse, la naissance et l'évolution des droits fondamentaux sur la scène nationale. On peut, dans les grandes lignes, distinguer et retrouver ici en quelque sorte les trois étapes qui sont celles que nous avons déjà identifiées à propos des droits fondamentaux. D'abord, une apparition un peu solennelle des droits de l'homme dans des déclarations de principe. Ensuite, leur consécration normative par des instruments juridiquement contraignants sur la scène institutionnelle. Enfin, l'institution de mécanismes de contrôle, comme on l'a vu, visant à assurer leur respect. Par exemple, aux États-Unis, les droits fondamentaux sont largement issus de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, qui a énoncé quelques-uns des droits parmi les plus basiques nécessaires à l'émancipation des habitants du nouvel État. Ensuite, deuxième étape, ces droits ont été instrumentalisés ou consacrés et développés, enfin concrétisés juridiquement par le Bill of Rights qui a été adopté, comme nous l'avons vu, en 1791 et qui a complété la Constitution des États-Unis de 1787. Et peu après, troisième étape, la mise en place dans un processus assez continu, assez complexe, d'un système sophistiqué de juridiction constitutionnelle, c'est-à-dire d'une procédure de contrôle visant à assurer le respect de ces droits à l'échelon du territoire des États-Unis. Eh bien, aujourd'hui encore, aux États-Unis, la Cour suprême américaine, qui a son siège à Washington, exerce le contrôle du respect de ces droits sur la base de ce Bill of Rights de 1791. Autre exemple, en France, première étape, les droits de l'homme et du citoyen ont été proclamés solennellement dans la déclaration du 26 août 1789. Au fond, sur le plan juridique, cette déclaration est un peu, au monde des droits de l'homme, ce qu'est la prise de la Bastille qui s'est déroulée quelques temps auparavant. Deuxième étape, les droits qui sont intégrés dans la déclaration de 1789 ont été intégrés au droit constitutionnel français. Et avec le développement du contrôle de la constitutionnalité qui s'est opéré dans ce pays, eh bien, aujourd'hui encore, c'est un organe original qui assure le contrôle du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du citoyen. Cet organe, c'est le Conseil constitutionnel
du Palais Royal à Paris. Alors, sur le plan international, il est intéressant de voir que la première étape qui a marqué en quelque sorte sur le plan juridique le point de départ de la conception contemporaine des droits de l'homme, elle intervient, cette première étape, le 10 décembre 1948, avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale de l'ONU. Nous faisons ici une citation empruntée aux propos de Mme Louise Arbour, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à l'époque, qui, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme du 10 décembre 2007, s'est exprimée dans ces termes. On a du mal aujourd'hui à imaginer le changement fondamental que la Déclaration universelle a représenté lors de son adoption il y a 60 ans. Dans un monde d'après-guerre marqué par l'Holocauste, divisé par le colonialisme et déchiré par les inégalités, une charte énonçant le premier engagement mondial et officiel en faveur de la dignité humaine et de l'égalité inhérente à tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur, de leur croyance ou de leur origine, était une initiative pleine d'audace. Le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas été conçu pour déployer directement des effets juridiques. Historiquement, ce texte ne constitue en effet qu'un engagement moral pour les États. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui a contribué à son élaboration et à son adoption formelle. La question est discutée aujourd'hui de savoir si certaines dispositions de la Déclaration universelle ont acquis en quelque sorte une force coutumière pour s'imposer aux États indépendamment de tout autre engagement international, mais nous ne l'aborderons pas dans ce cadre. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que dans une deuxième étape, la Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de source directe d'inspiration pour l'adoption, alors cette fois, de traités internationaux, c'est-à-dire de lois internationales en quelque sorte, destinées à procurer un effet juridiquement contraignant à l'égard des droits qui y sont énoncés. On peut se référer ici, bien sûr, aux deux pactes des Nations Unies adoptés le 16 décembre 1966, donc 18 ans à peu près après l'élaboration de la Déclaration universelle, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d'une part, appelé Pacte 1, parce qu'il a été le premier à être adopté ce jour-là, dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale, et puis le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, appelé Pacte 2, parce qu'il a été adopté juste à la suite du précédent. Ces trois instruments, la Déclaration universelle d'une part et les deux pactes de l'autre, entretiennent un lien, une sorte de lien ombilical historiquement sacré, au point qu'aujourd'hui encore, on parle à leur propos de charte internationale des droits de l'homme. Mais il faut noter que la quasi-totalité des autres instruments que l'Assemblée générale des Nations unies a adoptés et ouverts à la signature en matière de protection des droits de l'homme se réfèrent aussi à la Déclaration universelle. Il en va ainsi, par exemple, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, ou plus récemment de la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1984. Le rôle inspirateur, le rôle fondateur qui revient à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est intéressant de le constater, a aussi inspiré l'adoption de traités chargés d'assurer la protection des droits de l'homme au niveau régional. C'est par exemple le cas de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, dont le préambule relève, je cite, que les gouvernements signataires membres du Conseil de l'Europe, considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés,
sont résolus à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration universelle, et vient ensuite le texte de la Convention proprement dite. La référence à la Déclaration universelle est aussi présente dans d'autres instruments régionaux, comme la Convention américaine des droits de l'homme, ou bien la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc on voit vraiment que c'est un instrument en quelque sorte englobant, fondateur, comme je le disais tout à l'heure, qui est et qui reste véritablement la référence, le point de départ de ce processus de concrétisation normative. Plus encore, on observe que la Déclaration universelle des droits de l'homme a également inspiré des constitutions nationales lorsque la question s'est posée, par exemple à la faveur de mouvements de rupture dans des fractures révolutionnaires qui ont conduit à un changement de régime dans certains États. La déclaration a servi de référence pour instaurer, mettre en place en quelque sorte un nouveau système, un nouveau mécanisme, une nouvelle conception en matière de protection des droits fondamentaux. Je me réfère ici par exemple à la Constitution espagnole du 28 décembre 1978 qui contient une disposition originale, l'article 10, dont l'alinéa 2, je cite, se réfère explicitement à la Déclaration universelle des droits de l'homme en précisant que les droits fondamentaux qu'énonce cette Constitution s'interprètent conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités en la matière ratifiés par l'Espagne. Dans d'autres pays qui, sans avoir nécessairement connu un processus de rupture historique, mais ont pu changer de constitution au cours des âges, on observe un phénomène identique. Par exemple, en Suisse, l'adoption de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 a conduit à la mise en place, à l'élaboration et à l'adoption d'un catalogue de droits fondamentaux très complet qui s'inspire très directement des sources internationales, notamment la Déclaration universelle telle que concrétisée par des instruments comme la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ou bien le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Des dispositions de cette Constitution, comme la lutte contre la discrimination, la consécration de la liberté personnelle ou de la liberté d'expression, ou encore des garanties plus spécifiques dans le domaine de la procédure pénale, se sont très ouvertement inspirées et référées aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que la Suisse a ratifiés. On voit donc, et c'est le but de ces illustrations et de ces citations, qu'il existe des rapports extrêmement étroits, finalement, normativement, juridiquement, entre les droits fondamentaux et les droits de l'homme. Si les droits fondamentaux ont précédé les droits de l'homme et si les droits de l'homme les ont en quelque sorte consacrés à l'échelon universel, à l'échelon international, universel ou régional, on voit aussi un phénomène inverse. Les droits de l'homme investissent beaucoup le terrain national et ne manquent pas d'influencer les sources nationales du droit, qu'elles soient constitutionnelles, législatives ou autres. Donc, à ce stade, nous pouvons observer que la source principale de reconnaissance, de consécration des droits de l'homme sur la scène internationale, ce sont incontestablement les traités internationaux, c'est-à-dire les conventions que les États acceptent de signer avec des organisations internationales qui ont élaboré des systèmes de protection des droits de l'homme. Il y a une autre source des droits de l'homme sur la scène internationale qui ne laisse pas d'intéresser, qui est tout à fait originale. Ce sont ce qu'on appelle les règles impératives du droit international. On utilise parfois l'expression latine de jus cogens, de droit contraignant pour en parler, dont certaines font directement référence aux droits de la personne humaine. Alors, toutes les règles internationales contraignantes ne concernent pas les droits de l'homme. Il y a des règles qui concernent les rapports des acteurs de la société internationale entre eux, qui ne vont pas nous retenir ici, mais certains droits de l'homme ont acquis au cours de l'histoire la qualité de règles impératives contraignantes du droit international, c'est-à-dire qu'elles lient les États indépendamment de toute convention. À l'heure actuelle, on tente à considérer que des garanties comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture,
le principe du non-refoulement ou l'interdiction de l'esclavage ou encore l'interdiction de la discrimination raciale font partie de ces règles impératives du droit international et qu'elles nourrissent en quelque sorte, elles déploient en quelque sorte une envergure, une voilure autonome parallèlement ou en marge des autres droits consacrés conventionnellement par des traités. Nous allons voir à présent comment ces diverses sources de garantie des droits de l'homme s'articulent sur la scène nationale puis sur la scène internationale.